Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver avec cette toute nouvelle édition de Pour votre information à l'aube de l'été, des vacances, de la fin des classes également pour nos jeunes. Plusieurs sujets de société auxquels on va parler qui est très nécessaire de préciser. Tout d'abord, on aura l'occasion de parler avec Lorena Garino et Lina Ouellette qui sont, eux, respectivement, du CIVET. On viendra parler de la pénurie d'interprètes. Samuel Dussault également du ROCAS vient nous parler de la violence, mais chez les hommes. Eux aussi sont des victimes dans plusieurs cas. Nicolas Borne, le conseiller municipal Laval-des-Îles, vient nous projeter les activités gratuites. Plus de 300 à vous offrir dans les parcs sur le territoire lavallois durant les prochains mois. Alexis Deschênes, qui est directrice générale de la Société Alzheimer Laval, va nous parler d'un concept tout simplement novateur. On aura l'occasion de parler aussi avec Isabelle Côté, elle qui est chargée de communication du CIO. S'il y a un endroit à redécouvrir, un endroit touristique pour toute la famille durant la saison estivale, c'est bien le CIO. Et également Nicolas Vincent Poirier, une belle idée sortie aussi pour vous, le plus récent film Bad Boy, qui a été le plus lucratif au box-office au cours des derniers jours. Et Bertrand Godin sur la route des vacances pour y aller en toute sécurité. Bonne émission. Avec la saison estivale qui se profile, également les vacances qui s'en viennent, vous comprenez qu'il y aura beaucoup de déplacements, beaucoup de monde sur les routes du Québec. C'est pas seulement que durant la période des fêtes qu'il est appelé à faire de la prévention et c'est pourquoi d'ailleurs le pilote automobile et expert en sécurité routière Bertrand Godin se joint à cette campagne de l'action communautaire de la brasserie Labatt, donc qui s'engage et encourage finalement une consommation aussi responsable et sécuritaire pour le comportement sur les routes du Québec. Bertrand Godin, salut! Hey, salut! Merci d'être là. On se parle couramment dans cette période où c'est très achalandé sur les routes et c'est pas parce que, disons, les conditions météo sont peut-être un petit peu moins précaires durant la saison estivale que on est à l'écart, par exemple, d'accidents ou d'événements qui peuvent être disgracieux sur les routes. Et c'est ça pourquoi tu es mandaté pour faire de la prévention. Quel est peut-être le point d'entrée là, avant de prendre la route? Qu'est-ce qu'on doit s'assurer de vérifier auprès de notre véhicule? Bien, s'assurer d'avoir un véhicule en bon état. Écoutez, c'est certain, les amortisseurs, les pneus, le système de refroidissement, les freins, le pneu de secours, le filtre à pollen, ça peut être bizarre. Souvent, bon, les gens oublient de le changer. Mais écoutez, c'est certain que tous les liquides, que ce soit les liquides de frein, bien entendu, là, qui sont à vérifier. Écoutez, c'est certain que l'été, on peut s'imaginer, ben, il n'y a pas vraiment de chaussée glissante, quoi qu'on peut avoir de l'aquaplanage. Donc, surveiller la route bien attentivement, surtout que depuis quelques années, on a des averses vraiment torrentielles qui fait en sorte qu'on a des amas d'eau sur la route qui peut nous emmener en aquaplanage. Donc, c'est pourquoi que soyez très, très attentifs. Et si ça arrive, gardez le volant bien droit, OK? Surtout, ne pas accélérer, pas surréagir, essayez de maintenir le cap tout en douceur. C'est la seule façon qu'on a là, vraiment de pouvoir contrôler. Et aussi, Bertrand, c'est sur les chantiers de construction qui seront nombreux, là, on invite les automobilistes à la prudence parce que si c'est écrit 70 km/h, 80 km/h sur le panneau comme limite de vitesse, c'est pas pour rien, là. Bien, on a diminué les vitesses tout simplement pour avoir une meilleure capacité d'observation. Donc, ralentissez pour avoir vraiment une attention impeccable, surtout sur les êtres humains. On parle des travailleurs qui sont sur les chantiers, bien entendu. Et puis, gardez-vous de la distance. Et ayez toujours comme mentalité d'être patient, de dire, moi, je suis quelqu'un de patient. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Souvent, on dit que les gens sont trop pressés, mais les gens se conditionnent pas à se dire, bon, OK, je vais accepter la situation, je fais en sorte de respecter mon entourage. Et à ce moment-là, c'est la meilleure façon là, d'augmenter la sécurité.
Oui, parce qu'on dirait que lorsqu'on tombe en vacances, c'est une autre partie de nous qui s'exprime. On dirait qu'on devient encore plus impatient, tandis qu'on a le temps. C'est ça qui est ironique, c'est qu'on vit dans un rythme infernal, on est en vacances, on a du temps devant soi pour faire la route, on a prévu ce temps-là aussi, puis on dirait qu'on veut se presser doublement pour arriver à bon port. Oui, et ça, c'est un conditionnement psychologique, tout simplement, de dire, bon, OK, j'accepte la situation. Ça m'est arrivé justement samedi dernier où j'ai été pris 3 heures dans le trafic. Bon, j'ai écouté de la musique, j'ai relaxé, et puis bon, j'ai fini par arriver à la maison quand même. Donc, c'est pourquoi que c'est Ouais. vraiment, on le dit souvent, la conduite, c'est un mécanisme où 40 c'est les facteurs humains. Et c'est souvent ça qui change notre état d'être et qui peut nous mettre dans l'embarras Ouais. ou qui peut faire en sorte qu'on va avoir une culture de sécurité. Et Bertrand, tu l'as dit, tu as conduit, tu as été pris 3 heures dans le trafic. On va peut-être passer plusieurs heures avant de se rendre à destination, au camping ou à la région souhaitée qu'on visite. Donc, de nombreuses heures dit la fatigue qui s'accumule. Puis ça, il ne faut jamais sous-estimer ce facteur-là qui est déterminant dans certains accidents quand on regarde les causes. Oui, exactement. La fatigue est une des causes de plusieurs collisions sur nos routes, des collisions mortelles. Donc, c'est simple. Les yeux vous picotent, vous bâillez, vous êtes fatigué. Bien, essayez pas de résister. Trouvez-vous un stationnement, faites un somme de 15 minutes. Juste 15 minutes. Le cerveau, lui, il va réagir comme OK, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu mon bonbon de repos, et à ce moment-là, bien, vous allez repartir et vous allez être beaucoup plus vigilant. Mais c'est certain que, on le sait, l'été, la chaleur associée à la fatigue, associée à des produits alcoolisés ou des choses comme ça, c'est un mélange là aussi qui peut être vraiment dangereux. Oui. Hey, il y a quelque chose aussi que je voulais te parler, Bertrand, parce que souvent, on part à la plage, par exemple, et on ne va pas nécessairement mettre de souliers. On va se mettre déjà communément appelés les gogoons pour aller dans le sable, les deux pieds dans le sable. Mais c'est un danger, ces gogoons-là, quand tu y penses, me semble? Oui, conduire avec des gogoons, c'est pas l'idéal, OK? Ça, c'est certain que ça peut vous emmener parce qu'il n'y a pas de fermeté de la chaussure sur le pied. Et là, à ce moment-là, la gogoone peut partir d'un côté, votre pied de l'autre. Quand vous arrivez pour freiner, c'est pas nécessairement l'idéal. Non, mais on en rit, mais c'est parce que moi, je sens moins la pédale. Je sens moins, lorsque j'actionne l'accélérateur, le frein, si on veut freiner d'urgence, en plus, parce qu'il arrive quelque chose sur la route, on n'a pas la même adhérence. Notre pied, comme tu dis, peut glisser, on y va à la hâte, puis tout ça, ça peut être déterminant, là. Ah ben tout à fait. C'est pour ça que d'être très vigilant là-dessus, parce que il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ont des collisions, et ça, c'en est une. Oui. Sur le plan des lunettes solaires, parce que ça aussi, les lunettes de soleil, souvent, il va avec le pare-soleil, mais ça aussi, de bien choisir nos lunettes également, je pense que ça peut être aussi important de le faire là, pour ceux... Tous les ingrédients dont ceux-ci sont déterminants aussi. Oui, surtout quand le soleil commence soit le matin à monter, soit le soir à commencer à baisser. Là, on a le soleil carrément dans les yeux, et ça, il faut être vraiment vigilant. C'est pour ça qu'une bonne paire de lunettes fumées, utiliser le pare-soleil. Aussi, une chose qui peut être très utile, parce qu'on le sait, la chaleur est quand même assez féroce, d'avoir un cache-pare-brise. Donc, c'est-à-dire que quand vous stationnez en voiture, vous mettez le cache-pare-brise et ça va faire en sorte de maintenir une température beaucoup plus froide de l'habitacle. Et ça va permettre un meilleur confort aussi. On parle souvent, Bertrand, ensemble, lorsqu'il est question de l'approche de la saison hivernale, de trousse d'urgence. Est-ce que pour l'été, il y a d'autres ingrédients, d'autres trucs qu'on peut mettre dans cette trousse d'urgence aussi, qu'on peut ajouter compte tenu que c'est la saison estivale, par exemple? Ou... Bien, essayez toujours d'avoir une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau que vous allez mettre à l'ombre, bien entendu, pour pas qu'elle soit chaude. Ça va être vraiment utile. Moi, j'utilise toujours là, une petite boîte là, d'arachide que je garde précieusement, et ça m'a bien servi l'autre jour dans l'embouteillage. Donc, c'est certain, fusée éclairante. Puis, de grâce, si vous avez une panne,
essayez, admettons que vous avez une crevaison ou quoi que ce soit. Bon, roulez doucement avec les feux d'urgence et allez vous stationner dans un endroit sécuritaire. On a vu quelques malheureux accidents où les gens essayaient de changer leurs pneus et se sont fait frapper. Donc, dégagez la route, prenez une sortie, rentrez dans un stationnement. C'est hyper important de le faire parce qu'il y a trop... C'est des accidents tellement faciles à éviter. Oui, puis on pourrait parler du brouillard, ça aussi, les phares anti-brouillard. N'hésitez pas à les allumer, allumer les feux clignotants, les 4 flashers qu'on appelle communément aussi s'il y a du brouillard, s'il y a de mauvaise température aussi, par exemple de la pluie qui est très dense, qui est torrentielle. Ça, c'est quelques-uns des moyens pour se faire voir également lorsqu'arrive ce genre de circonstances-là. Je pense que comme mot de la fin, on peut dire ça aussi, là. Oui, bien, tout à fait, parce que, bon, si vous savez que la météo, qu'il va y avoir des torrents d'eau qui vont tomber, allez vous stationner quelque part, attendez que l'averse puisse passer. Ça aussi, vous allez éviter bien des ennuis, parce que même si vous mettez vos clignotants et vos feux d'urgence, malheureusement, s'il n'y a pas de visibilité, les gens vont rester extrêmement surpris. En plus de ça, c'est souvent des conditions d'aquaplanage. Tu arrives pour freiner, bon, le système ABS va embarquer, mais vu qu'il n'y a pas d'adhérence, la voiture va continuer à avancer. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te parler, Bertrand. Merci beaucoup. Puis on invite les gens aussi à s'assurer d'avoir le téléphone bien chargé s'ils ont bel et bien, par exemple, ont besoin d'avoir des moyens d'urgence rapides pour justement contacter les différentes ressources qui sont à leur disposition pour pouvoir s'assurer d'être en sécurité. Puis chose certaine, je te souhaite aussi d'avoir des piles bien rechargées, de prendre de bonnes vacances et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Bon été. La communauté non-voyante et malentendante ici sur le territoire lavallois est de plus en plus confrontée à des enjeux d'accès à l'information, ne serait-ce aussi que pour avoir des services essentiels. Il est important d'en discuter donc avec Lorena Garrido, qui, elle, est directrice générale du CIVET. C'est le service d'interprétation visuelle et tactile. Madame Garrido, bonjour. Bonjour. Content de vous accueillir parce que je pense que notre discussion va être aussi essentielle également. Vous êtes actuellement devant un manque d'interprètes, ce qui fait en sorte que finalement, ça devient un défi pour les non-voyants et malentendants sur le territoire lavallois, là. Exactement. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui parce que je suis contente qu'on me donne une tribune, en fait, pour parler de cette problématique-là, de cette réalité-là que les gens vivent. Hein. Nous, on est les services d'interprétation visuelle et tactile. Il y a quelques-uns au Québec. On est 4 services régionaux d'interprétation. Au CIVET, on couvre une grande région avec beaucoup de population. Donc, on est le service le plus grand du Québec. En fait, c'est quoi le service d'interprétation? C'est ça que j'ai envie de vous dire en premier pour que les gens connaissent un petit peu ce qu'on fait, ce que les personnes sourdes et aveugles ont besoin. Un service d'interprétation, c'est un fournisseur de services d'interprétation. Un interprète, c'est quelqu'un qui donne l'accessibilité communicationnelle pour les personnes sourdes, pour les personnes malentendantes et pour les personnes sourdes et parfois qui ont des problèmes visuels également. OK. Donc, il peut intervenir de plusieurs façons. Exactement. Et ça peut être en langue des signes. Par exemple, aujourd'hui, je suis accompagnée d'un interprète pour permettre l'accessibilité communicationnelle qui communique en langue des signes québécoise, en LSQ. Il existe aussi la langue tactile, langue des signes tactile pour les personnes qui ont des problèmes visuels également. Il existe l'oralisme aussi pour les personnes qui peuvent lire sur les lèvres, par exemple. OK. Donc, c'est très, très vaste. Puis, donc, on est devant un manque d'interprètes, ce qui fait que peut-être dans certains tranches de services, comme par exemple les soins de santé, on a peut-être accès à des interprètes, mais à d'autres, ça bloque le développement, la vie du quotidien des gens qui sont non-voyants ou malentendants, finalement. Tout à fait. En fait, les services essentiels sont couverts par des ententes de services avec le gouvernement. On les salue d'ailleurs parce que c'est important que les personnes sourdes aient accès à tous les services essentiels.
Ceci dit, le manque d'interprètes touche aussi les services essentiels. Nous, actuellement, on est à environ 10-12% des services non répondus par manque d'interprètes. On s'entend que les urgences sont toujours répondues, là. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle de services essentiels, c'est la santé et les services sociaux. C'est par exemple l'école. L'école, du côté du parent, par exemple, qui veut aller échanger avec un enseignant pour le développement de son enfant. Donc, ça, c'est des services essentiels. Il y a aussi de la justice, par exemple. Quand quelqu'un va en cours, le juge a besoin de comprendre ce que la personne dit et la personne aussi a besoin de comprendre le juge. Donc, ça, c'est des services qui doivent être couverts par les ententes de services. Ouais. Mais vous l'avez bien dit, il nous manque 10-12% pour les services essentiels, mais on ne parle pas du tout du reste qui n'est pas couvert. Puis le reste, ça comprend, par exemple, donnez des exemples. Oui. Les loisirs, un cours, une conférence, l'humain, là, c'est pas juste... On ne peut pas juste être fait de santé et des services sociaux. Là. Pour faire un humain, c'est participation sociale, c'est aller faire du sport, aller participer à la vie sociale, la vie communautaire aussi. Quand on parle d'inclusion, c'est ça, là, concrètement. Là. Oui. Ouais. Puis les interprètes, bon, vous avez expliqué leur quotidien, mais former un interprète, apprendre la langue des signes comme Mme Ouellette qui est avec nous, ça doit prendre quand même une formation, du temps. Est-ce que c'est pour ça aussi que ça met un frein peut-être aux interprètes? Tout à fait, parce que il manque une volonté d'avoir un parcours clair de formation pour les interprètes. C'est une langue qui n'est pas facile à apprendre. C'est sûr qu'il y a des gens qui la connaissent de leur naissance parce qu'ils ont un parent qui est sourd, donc ils ont toujours communiqué dans cette langue-là, c'est leur langue première. Mais pour l'apprendre de zéro, ça prend à peu près 5 ans. Oh. Puis pour devenir interprète, donc c'est pas juste de l'apprendre, de la maîtriser parfaitement. Ensuite, il y a toute la formation d'interprète qui s'en vient. Donc, en tout et pour tout, on parle de 7 ans. Ce qui fait que plus tôt on intéresse les gens à cette profession-là, le mieux c'est. Et quand je dis toujours, ce serait le fun que les jeunes connaissent cette profession-là, parce que des fois, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi prendre comme branche, mais si, dès leur jeune âge, ils peuvent communiquer en langue des signes, ça va être facile pour eux autres après pour devenir interprète. Un jeune qui veut devenir médecin, avocat, interprète, ce serait le fun. Ben oui, réaliser ses rêves, tout ça. Puis dites-moi, parce que je vois qu'à travers le reste de l'Amérique du Nord, commençons par l'Amérique du Nord, on dirait qu'on est des cancres au Québec, parce que je regarde aux États-Unis, je fais juste regarder les chaînes américaines. Je vois simultanément des chaînes d'information où il y a couramment des gens qui sont là pour traduire, pour interpréter, excusez-moi, donc les paroles des politiciens, par exemple. On dirait qu'au Québec, est-ce que c'est moi, on manque de structure ou peut-être de ce genre de service-là, ou si vous l'avez un petit peu fleuri, mais... Tout à fait. En fait, il y a quand même une petite volonté. Ça change, les choses changent tranquillement, puis il y a une volonté gouvernementale pour donner un peu d'accessibilité, puis ça, c'est parfait, sauf que dans d'autres pays, chez nos voisins, par exemple, la langue des signes fait partie de l'éducation. En Ontario, la langue des signes est enseignée à l'école secondaire, dans les choix, dans les cours au choix. Donc, ça met le jeune en contact avec cette langue-là. Donc, ils peuvent choisir l'espagnol ou la langue des signes, par exemple. Ça, ce serait quelque chose de souhaitable ici au Québec aussi. Ça ouvrirait l'esprit des jeunes, puis ils pourraient voir qu'il y a d'autres options de carrière, par exemple. Puis, est-ce que aussi ça permet de déstigmatiser aussi certaines choses concernant les non-voyants, les malentendants aussi, le fait qu'on enseigne cette langue-là, justement dans les écoles, dans le cursus scolaire au Québec. On évoque la possibilité parce que vous avez parlé d'Ontario. Donc, est-ce que ça pourrait aussi ouvrir le dialogue aussi, tout ça? Mais ce serait plus normalisé. Oui. L'accessibilité serait plus grande de toute façon parce que ce serait normalisé. Donc, si on pouvait avoir la langue des signes au Québec qui soit officielle, comme reconnue comme une langue officielle, ce serait déjà un début. Ça, ce serait vraiment bien. Mais
il n'y a pas que la formation. Hein. Il y a la formation, et il y a aussi le financement qui pourrait aller avec ça, toute une approche holistique. Nous, de notre côté, on a notre façon de faire, on a aussi nos devoirs à faire. Tous les services d'interprétation, ce qu'on peut travailler, c'est sur la rétention. On peut informer les gens, comme on le fait aujourd'hui, que la profession existe, qu'elle est intéressante parce qu'un interprète, ça touche à toute la vie d'un humain. Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un de curieux. Ça, c'est notre devoir de faire. T'sais. Mais là où on n'a pas le pouvoir, c'est au niveau des financements, c'est au niveau de la formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut soutenir, mais qu'on ne peut pas faire à la place d'autrui. Et là, devant la situation actuelle qui a une pénurie, bon, à court moyen terme, vous l'avez dit, ça prend 5 ans quand même faire apprendre la langue, donc aux gens comme Mme Ouellette le maîtrise et est capable de reproduire à l'instant à l'écran. Alors, quelles sont les options? Moi, je pense aussi aux personnes qui sont non-voyantes et malentendantes, parce que actuellement, c'est quoi? C'est l'écrit qui leur reste comme façon de communiquer? Ou... Non, c'est pas souhaitable. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus lent. C'est pas tout le monde qui maîtrise la langue française, parce que, disons-le, la langue des signes est une langue. Oui, donc c'est vrai. C'est maîtriser une autre langue à l'écrit. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. On priorise vraiment l'interprétation. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas accès, mettons que vous êtes malheureusement parmi, ce mois-ci, parmi le 10-12% des rendez-vous qui n'ont pas pu avoir lieu. Ça veut dire que c'est à 2 vitesses. Ça veut dire que ce n'est pas équitable. La personne n'a pas accès de manière équitable aux services de santé et à une participation sociale. Et aussi, ça devient très lourd pour elle, parce qu'elle doit gérer tout ça, mais elle doit aussi demander à ses proches. Donc, ça devient lourd aussi pour les proches. Et les proches qui doivent accompagner quelqu'un à un rendez-vous, qui doivent être au courant de tout ce qui se dit dans ce rendez-vous-là. Et encore là, le proche en question n'est pas interprète. Donc, il faut quand même, c'est une profession, c'est complexe, il faut que l'interprétation soit juste. Donc, ce n'est pas parce qu'on communique en langue des signes qu'on peut avoir une interprétation juste. Donc, ça aussi, c'est vraiment important d'enlever ce poids, d'enlever cette charge aux personnes sourdes, aux personnes malentendantes, mais aussi à leurs proches. Puis donner la crédibilité à l'interprète. L'interprète a un code de déontologie. Il n'est pas supposé de donner d'informations personnelles. L'autre jour, je parlais avec une personne qui est en charge d'une maison, la Maison des femmes sourdes. Porter plainte, là, c'est extrêmement personnel, c'est extrêmement difficile. Et si, en plus, on doit le faire avec un proche, ça devient impossible. Donc, c'est important de faire appel à des professionnels. Je suis d'accord complètement. Puis, tu sais, aussi en disant qu'il y a des personnes, des fois, qui sont isolées aussi, déjà, parce qu'elles sont, non-voyantes, malentendantes, si elles sont âgées, des problèmes, des fois, qui peuvent se développer, problèmes d'autonomie aussi, de se déplacer, autres, déjà, qui s'ajoutent aux conditions aussi de ces personnes-là. Donc c'est tout ça qui entre en ligne de compte et finalement, qui doit... Finalement, je pense être important de valoriser aussi la profession. Hein? C'est ça aussi, c'est de valoriser la profession d'interprète. C'est un peu ça le message aussi, si on en fait un peu la nomenclature. C'est en plein ça. C'est valoriser cette belle profession. Puis je mets l'accent sur belle profession. Je travaille avec des interprètes. Il n'y en a pas un qui n'aime pas sa profession. Et il y a des histoires. Bon, c'est sûr qu'il y a un code de déontologie, les gens ne racontent pas les histoires déjà, mais ils sont contents d'avoir donné de l'accessibilité. Faire œuvre utile. Oui, c'est essentiel. Je vous parlais tout à l'heure du juridique, du judiciaire. C'est absolument essentiel que ce soit des interprètes formés pour donner de l'accessibilité communicationnelle, surtout dans des conditions qui sont aussi délicates que la justice ou même les urgences. Une urgence, là, ça peut être des fois un vie ou de mort, là, 911, là, avec un interprète, c'est important. Là. Tout à fait. Non, ça devient capital, d'une importance capitale. Merci de l'avoir rappelé. Je vous invite déjà à l'automne prochain. J'ai envie de savoir que ce message sera entendu et qu'on pourra faire un suivi dans le développement de votre sortie aujourd'hui. Bon, bien, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Bel été.
Entre 10 et 20 des hommes auraient vécu une agression sexuelle au cours de leur vie au Québec, mais ce taux, dit-on, pourrait être sous-estimé. Et on va vérifier tout de suite avec le directeur général du ROCAS. Le ROCAS, c'est le regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement. C'est M. Samuel Dussault qui est là. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça très important, intéressant. Ça m'a beaucoup interpellé, ce rapport, cette étude que vous avez menée. D'ailleurs, tout d'abord, quel a été l'élément déclencheur de ce premier rapport que vous menez, là? En fait, le premier rapport est venu de... ça fait seulement 1 an que je suis en poste, puis il existait peu d'informations qui regroupaient toute l'information sur les organismes qui offrent un service à ces hommes-là, à ces hommes qui ont vécu des agressions sexuelles. Fait que c'est parti de moi qui a visité tous les organismes communautaires qui offrent un service, d'aller voir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur réalité. Puis j'ai ajouté justement tout l'aspect de la recherche pour rendre ce sujet-là beaucoup plus visible. Parce qu'on parle souvent des violences faites aux femmes, ça fait grand bruit, beaucoup de féminicides, il y en a beaucoup trop, on s'entend tous là-dessus, mais ça met souvent en dessous le fait qu'il y a des hommes justement qui vivent ce genre de situation-là. Puis je ramène les statistiques dans le giron de notre conversation, entre 10 et 20 donc des hommes qui auraient vécu une agression sexuelle au cours de leur vie au Québec. Le taux qui pourrait être sous-estimé, même on pense que le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Il y a plein d'obstacles. En fait, justement, les enjeux de demande d'aide. On sait en général que les hommes vont moins chercher les services, d'aller demander de l'aide. Il y a aussi des enjeux de reconnaître ce qu'ils ont vécu comme une agression sexuelle. Les hommes, de ce qu'on sait, vont avoir beaucoup plus de difficultés à identifier ce qu'ils ont vécu dans le passé comme une agression sexuelle. Donc, ça fait que ça cache encore. Il y a aussi qui ont de la difficulté à reconnaître les conséquences. Donc, ça fait en sorte qu'ils n'iront pas nécessairement en parler ou ils n'associeront pas ça aux violences sexuelles. Donc, cette multitude-là de facteurs fait en sorte que probablement le taux qu'on connaît de 10 à 20 qui est historiquement assez stable, on voit maintenant qu'il peut être beaucoup plus élevé quand on fait des recherches plus approfondies. Là. Ouais. Une autre chose qui est consternant dans votre rapport, on dévoile entre autres que les jeunes hommes qui sont de la communauté LGBTQ+, on pense à gays, bisexuels entre autres, seraient 5 fois plus susceptibles d'avoir vécu des abus sexuels dans l'enfance comparativement aux hommes hétérosexuels. Et ça, c'est venu tout de suite me bousculer. Est-ce qu'on a des raisons pour l'expliquer? Bien, c'est difficile, parce que surtout aussi que c'est dans l'abus sexuel, c'est beaucoup souvent des facteurs de vulnérabilité où ces personnes-là vont être moins écoutées ou peut-être il va y avoir des situations familiales qui sont plus rejetées. Donc, ça fait en sorte qu'ils deviennent plus vulnérables à une personne qui peut abuser de cette situation-là. Mais ça reste que c'est une population que maintenant on sait qui est un groupe à risque chez les hommes. Dans le dernier rapport qui s'est fait dans les universités, c'était un homme sur 4, justement, autant les hommes de la diversité sexuelle. Puis, vous continuez plus loin parce que vous dites aussi qu'il y a une prévalence des violences chez les hommes qui est encore plus importante chez certains groupes, tels, les hommes issus des communautés LGBTQ+, je disais, les étudiants, les hommes des Premières Nations, et ça, ça englobe aussi, les Inuits, les hommes qui ont une incapacité. Donc, ces gens-là sont plus ciblés parce que quand vous parliez tantôt, peut-être de vulnérabilité, ou c'est une des raisons également qui explique le tout chez ces groupes-là? Oui, bien encore là, on a peu d'études qui viennent expliquer le pourquoi. Ça reste des études un peu statistiques. On sait que ces groupes-là, maintenant, ils rapportent en vivre plus, que ce soit justement dans les universités, qui est aussi peut-être le contexte. Il y a plus de relations sociales, plus d'échanges, de parties. Puis aussi, admettons, dans le groupe des étudiants universitaires, maintenant, on sait que c'est un homme sur 4 qui ont vécu des violences sexuelles. Mais il y a peut-être aussi l'aspect de sensibilisation, où c'est des plus jeunes qui ont peut-être eu plus d'éducation à la sexualité, sur le consentement, sont peut-être plus à l'aise d'en parler. Fait que ça nous donne un indice que peut-être quand on en parle plus ou qu'on va plus faire de la sensibilisation sur ces hommes-là, ils vont porter à plus en dévoiler. Donc, ça nous donne un peu un exemple que le 10 % peut être beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'on sait quand on fait de la sensibilisation. Puis sur le sujet des autres groupes vulnérables, ça reste qu'on a très peu de recherches. On sait que, justement, c'est la même situation chez les femmes qui vivent des violences sexuelles, que les femmes autochtones vont être plus à risque, les femmes avec des handicaps.
Puis, tout porte à croire que ça va être la même chose chez les hommes, mais il faut prendre plus de temps maintenant pour porter plus loin le rapport en question. Est-ce que les conséquences quand on vit de la violence chez un homme, disons, est différente que d'une femme? Les dommages collatéraux, si je peux le phraser comme ça? Là? Dans la recherche, c'est pas ce que ça nous dit. Ça reste assez similaire, surtout que la majorité des victimes de violences sexuelles ont été à l'enfance. Donc, dans le développement de l'enfant, ça va avoir des répercussions similaires sur la santé mentale, dépendance, les relations intimes, tout ça. Ça crée une large gamme de conséquences, qui sont assez similaires là. Chez les hommes et les femmes, c'est sûr qu'il y a des variances, plus de chiffres, mais la seule conséquence qu'à date on observe dans la recherche qui serait spécifique aux hommes, c'est une plus grande conséquence sur leur remise en doute sur leur identité, sur leur orientation sexuelle, peut-être le fait que c'est plus tabou, que justement c'est un homme qui est souvent l'agresseur, bien, ça se peut que ça va remettre en doute. Est-ce que, c'est pour ça que je suis gay? Est-ce qu'il a vu que j'étais gay? Je suis un gars? C'est un vrai homme, il aurait pu se défendre. On rentre un peu dans les enjeux culturels, des mythes sur ce sujet-là. C'est une conséquence qui semble plus spécifique. Donc ça crée, si je reprends vos mots, ça crée une conception, disons, genrée, là, je vais le dire comme ça, que les femmes, c'est les victimes, puis que les hommes, c'est les agresseurs, mettons. Oui, bien ça reste un biais, en tout cas culturel, que je pense qu'on a encore, puis c'est une des raisons pourquoi on veut en parler plus, pour un peu sortir de cette binarité-là, de homme agresseur, femme victime. Puis de toujours rester dans cette conception-là des violences sexuelles, bien, ça invisibilise justement les hommes puis toutes les autres personnes de la diversité de genre qui peuvent vivre des violences sexuelles. Puis tu sais, je l'évoquais tantôt, puis c'est pas pour non plus, disons, balayer du revers de la main les histoires de féminicide, mais le fait de relayer, on a déjà évoqué le fait que, puis je fais l'amalgame, puis la parenthèse va se fermer rapidement, mais que parce qu'on parlait de suicide, qu'on en faisait les manchettes, que ça avait une incidence sur des gens qui avaient peut-être cette envie de, malheureusement, passer à l'acte. Mm-hmm. Est-ce que le fait de par votre expérience, le fait que vous avez parlé aux organismes, le fait qu'on rapidement et souvent, on y va, on en fait la grande manchette, féminicide, est-ce que ce genre de manchette-là qui frappe l'imaginaire peut aussi être négative aussi pour les hommes, pour... continuer justement, quand on parlait de conception genrée aussi, de ce qu'on voit là, dans la façon de traiter les informations pour les médias? Bien, oui puis non. Quand on parle du sujet en violence sexuelle, peu importe c'est sur qui, ça va avoir un impact positif pour toutes les victimes parce que justement, ça fait en sorte qu'on en parle plus, on va plus parler la sensibilisation, du consentement, puis ces enjeux-là. Fait que sur ce point-là, peu importe de qui qu'on parle dans les enjeux de violence sexuelle, c'est bénéfique. Puis on l'a vu avec le hashtag MeToo, même si les hommes, on en parlait un peu moins. Maintenant, on sait, j'ai fait des entrevues sur ce sujet-là avec des hommes, puis ils voyaient que dans l'entourage, ils sont mieux reçus, sont plus crus. Fait que ça a un impact même chez les hommes. Après ça, bien, il y a toujours cet enjeu-là un peu culturel que, ça reste qu'il n'y a pas juste du positif, que ça va invisibiliser là, ce sujet-là, puis ça renforce un peu le biais de homme agresseur, femme victime, comme on dit tout le temps. Bon, bien, 95% des hommes sont des agresseurs, les femmes sont victimes. Puis la répétition de ça, si on ne met pas ce sujet-là de manière visible, bien, va comme juste renforcer les mythes que bien, les hommes sont des agresseurs, les femmes victimes. Puis fait que c'est sur cet aspect-là qu'il y a un peu la répétition qui n'est pas nécessairement mal en soi. C'est important d'en parler, mais il faut donner place à toutes les différences. C'est ça. Toutes les réalités qui peuvent exister en termes de violence. Là. Aussi, il nous reste environ une minute, M. Dussault, mais il y a les personnes âgées aussi. Moi, je pense aux personnes âgées qui, des fois, ont vécu toute leur vie, je vais emprunter l'expression dans le garde-robe, et qui, par peur de représailles, de jugement, pour toutes sortes de raisons, décident de ne pas, parce qu'ils ont peur peut-être aussi d'être victimes de violences, de préjugés aussi. Ça, est-ce que vous avez remarqué aussi chez peut-être les personnes âgées qui, des fois, peuvent même être victimes de violences aussi, parce qu'il y a des cas également, là. Quand on l'amalgame ensemble, est-ce que vous avez peut-être vu des spécificités pour les personnes âgées aussi? J'ai aucune, il n'y a aucune recherche qui est portée sur les hommes plus âgés. Plus âgés, puis même en général, parler de sexualité ou de la recherche sur les enjeux de sexualité chez les personnes âgées, bien, ça reste un sujet qui est
peut aborder. On va beaucoup se porter sur les jeunes parce que c'est la nouvelle génération. Mais de ce point de vue-là, on oublie encore que peut-être beaucoup de ces personnes-là en ont vécu ou en vivent encore même, parce que c'est tabou de parler de sexualité chez les personnes âgées, mais malheureusement, j'ai aucune donnée, je ne pourrais pas m'avancer sur ce sujet-là. Mais par contre, cette étude-là pourra nous éclairer pour les actuelles générations qui prennent de l'âge tranquillement et ça va bien nous guider et ça pourra faire œuvre utile, ça c'est sûr, assurément. Merci beaucoup d'être passé nous en parler. Merci. Vous le connaissez, c'est un visage qui parcourt son secteur Laval-les-Îles. C'est un conseiller de terrain qui aime beaucoup ses citoyens. Il est là également pour nous parler des activités qui auront lieu dans les parcs sur le grand territoire lavallois durant la saison estivale parce qu'il est responsable de ce dossier-là, la Ville de Laval, soit des dossiers parcs et vie de quartier. Il a insisté pour qu'on se tutoie. C'est Nicolas Borne qui est avec nous. Salut Nicolas! Merci Alexandre de me recevoir. Bien content de pouvoir t'avoir à l'émission. On est à l'aube de la fin de l'école. Alors, exact. Les vacances s'en viennent. Les jeunes, les familles commencent à avoir envie de pouvoir sortir à l'extérieur avec le beau temps récemment exact. Aussi. Et je regardais plus de 300 activités dans les parcs cet été. Alexandre, on veut que les citoyens lavallois sortent dehors cet été plus que jamais. Ça fait plusieurs années qu'on a cette programmation-là. Alors, on a une programmation extrêmement diversifiée. On en a pour tous les goûts. Alors, c'est 300 activités, 1500 moments d'activités à l'extérieur. Et pour faciliter la compréhension, parce que là, ça pourrait être très, très long pour être ici jusqu'à demain matin, là, tellement il y a d'activités et d'occasions, comme tu l'énumérais un petit peu plus tôt. Alors, je pense qu'on peut diviser ça en 3 axes pour que les gens soient en mesure de bien suivre notre conversation. Allons-y avec sport et loisirs. Beaucoup de suggestions. Oui, bien, ce qu'on a fait, c'est que je tiens à remercier tout d'abord les services de la Ville, loisirs, culture et sport, qui ont mis en place cette programmation-là. Ils ont fait des partenariats avec nos organismes de loisirs, nos organismes en culture. Ils connaissent bien le terrain. Et puis, il y a 17 organismes qui ont levé la main puis qui ont dit, bien oui, on veut organiser des activités dans nos parcs. Donc, on a près d'une vingtaine de parcs qui vont être animés cette année. Et oui, il y en a pour tous les goûts. Si vous allez sur le site dehors.laval.ca, j'ai fait ma visite hier. C'est difficile de rien programmer suite à votre visite. Donc, on parle de Zumba, on parle de cardio plein air, on parle de basketball, yoga, tai chi. On en a pour tous les goûts. On en a même pour les ados parce que c'est souvent une clientèle qui est oubliée. Donc, nous, 12 à 17 ans, il y a des activités aussi pour eux. Personnes âgées aussi, des fois, qui peuvent faire des sports qui sont différents peut-être que d'autres tranches d'âge. Vous les avez personnalisés pour eux. Là. Donc, on a différents types de yoga. Aussi, on a des étirements qui sont plus en douceur pour les 50 et plus. Donc, notre clientèle aînée là, va être gâtée. Va être bien choisie, bien d'activités. Et pour la clientèle jeunesse, justement, c'est tellement vaste qu'il y a à offrir. C'est incroyable. Bien, pour nos jeunes, on veut leur faire goûter à la culture, on veut leur faire découvrir les arts de la scène. Donc, on a du cirque pour eux autres et on a fait un partenariat avec Théâtre à ciel ouvert. Donc, Théâtre à ciel ouvert va nous offrir 2 programmations théâtrales originales pour nos jeunes cet été. Et aussi, les initiés à la lecture et à la culture également. Ça, c'est une belle occasion là aussi de les montrer. Je crois à l'importance de la lecture. On sait que la lecture, c'est probablement un des facteurs les plus importants pour la réussite scolaire. Ouais. Ville de Laval veut participer à cet effort-là. Donc, on a mis en place, ça c'est intéressant, je l'ai fait. Moi, j'ai 3 filles, donc des activités, j'en ai fait beaucoup. Et je remercie la Ville parce que j'ai pu en profiter. Coûte moins cher, surtout contexte inflationniste. On va se le dire, c'est gratuit ces activités-là. Je vous donne un exemple. J'arrive au parc Jolibourg, il y a une piscine. Les enfants se baignent, ils sortent de la piscine, il y a une tente à lire. Donc, pendant qu'ils se réchauffent, il y a une tente qui est là, ils se font raconter une histoire, ils ressortent, ils retombent dans l'eau. Donc, 2 activités intéressantes, profitent de la baignade. Ensuite, il y a la tente à lire. On a aussi la bibliomobile. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un véhicule qui se promène avec une panoplie de livres intéressants pour la famille. Ça rentre dans nos quartiers, puis ça permet aux gens d'avoir accès à la culture. Donc, on amène la culture chez les gens. Ça, c'est une belle proposition, s'il en est une. Je le disais, c'est gratuit, puis, tu sais, bon, le contexte où nos familles sont de toutes parts bousculées par le coût de la vie. Enfin, quelque chose de gratuit. Bien, c'est ça, enfin que c'est gratis. Et des fois, on dit, c'est-tu vraiment gratis? Oui, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a des activités, par contre, qu'on doit s'inscrire pour s'assurer d'avoir notre place à l'avance dans certains cas? La majorité du temps, non. On
on se pointe. Si on a une activité de yoga, on amène notre tapis. Par exemple, cinéma plein air, on amène notre chaise pliante. Notre popcorn. Et voilà. Donc, il y a une vingtaine de spectacles, une vingtaine de films, des films qui datent de 2024. Donc, une belle programmation pour les citoyens. Pour l'occasion, film récent. Bien, parlant de spectacle, non, mais il y avait quelque chose, Nicolas, là-dedans. Il fallait se diriger vers les spectacles parce que les ondes musicales, c'est de retour cette année encore. Là. Les ondes musicales sont de retour du 7 juillet au 25 août. 8 ondes musicales attendent les citoyens. Il y a près de 300 artistes. Donc, encore une fois, on va amener la culture chez les citoyens. C'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. L'Orchestre symphonique de Laval va être de retour. Donc, puis là, je pourrais y aller là, parce que j'ai les artistes, mais Dumas, Laurence Jalbert, Michel Pagliaro, Florence K. Vous avez également la présence de Brittany Kennel, l'artiste New Country, qui est excellente. Les bébés par Ludovic Bourgeois. Nicolas, est-ce que tu es nostalgique des bébés? Je vais être à ce spectacle. Ah oui? Les deux frères vont être en spectacle d'ouverture aussi. Oui. Donc, c'est une autre façon d'amener la culture, puis on en est très fiers. Et on a encore été un petit peu ensemble, puis dans ton secteur, évidemment, dont tu es conseiller municipal, Laval, les îles, bon, il y a quand même des trucs importants à mentionner parce que magnifique plage notamment, là aussi. Bien, on a une plage, la plage Laval-Ouest. On trouve important de mettre en valeur nos berges. On oublie souvent qu'on est sur une île, qu'on est sur un archipel même, donc à chaque fois qu'on a la chance de poser des gestes concrets sur nos berges, on le fait. Donc, on a réouvert cette plage-là. Il y a des tests à chaque jour qui se font. À partir du 25 juin, on va avoir des sauveteurs qui vont être présents. Et c'est un bel endroit qu'on a à Laval, bien sûr, là, à Laval-Ouest. Pour pouvoir en profiter. Puis tu parlais du 25 juin, donc ce sera dans le même week-end de la fête nationale. Puis s'il y a un endroit, c'est maintenant à Laval que ça se passe depuis quelques années. Ça se passe à Laval depuis quelques années. Gros spectacle, chose différente. On va célébrer le 23 juin et non le 24 cette année. Donc, il y a des grands noms qui vont être présents. On invite les gens à 18h, dès 18h à aller au Centre de la Nature. Et puis, le spectacle et le discours patriotique vont commencer à partir de 20h. Je sais que tu es un amateur de hockey. Oui. C'était écrit sur le site web, exact. Sur ta fiche de député. Je suis allé consulter. Je sais tout sur toi, Nicolas Borne. Et ma question sera la suivante. Oilers ou Panthers? Écoutez, j'ai écouté la fin du match. C'est compromettant, là. C'est compromettant. On perd 2-0. Je crois encore à nos Oilers, mais la Floride est une machine incroyable. Mais on me dit à l'oreille, c'est mon réalisateur Alain qui est en désaccord. Lui, il croit encore aux Oilers d'Edmonton. Oui, je crois encore aux Oilers. Ah oui? Je crois encore aux Oilers. OK. Un politicien. Hein? Un bon politicien, ce Nicolas Borne. Merci beaucoup, Nicolas. Ça m'a fait plaisir, Alexandre. Je te laisse le mot de la fin parce que si tu veux saluer, souhaiter un bel été aux gens de Laval, mais de Laval-les-Îles aussi. Alors, j'en profite pour souhaiter un bel été aux concitoyens de Laval-les-Îles. Sortez dehors, profitez des activités. Il y en a plusieurs qui sont gratuites. Alors, pas de raison pour ne pas bouger. La santé, on y croit. Merci beaucoup. Merci. Bel été, bonnes vacances. Il y aurait présentement environ 8700 personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble neurocognitif à Laval. On pense, si on l'étend à l'échelle québécoise, là, que d'ici 2050, les gens qui vivent donc avec justement la maladie d'Alzheimer, bien, le pourcentage pourrait augmenter de 145 on va vérifier l'état de la situation. Évidemment, vous parlez aussi des activités de la Société Alzheimer de Laval avec la directrice générale, c'est Alexis Deschênes qui est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être à notre émission. On va faire un peu, j'évoquais les statistiques, puis j'ai goût de faire un petit peu le portrait de la situation. Là, on en est où actuellement dans la recherche, le traitement de la maladie? Parce que on nous dit depuis quelques années, la recherche avance, on a découvert quand même des choses, mais on n'a pas concrètement trouvé des traitements pour endiguer cette maladie-là. En effet, puis pour être bien honnête avec vous, à la Société Alzheimer Laval, notre mission première, malgré qu'on reste au fait de la recherche et des développements, nous, on se concentre sur les statistiques que vous venez de mentionner. Donc, notre mission première est de soutenir les Lavallois qui sont concernés par la maladie d'Alzheimer et tout autre trouble neurocognitif, en offrant des services qui vont améliorer leur qualité de vie. Ouais. Donc, les statistiques, on n'y peut rien. Tout ce qu'on peut faire,
c'est d'agir pour faire face à ce tsunami qui nous attend. Puis ce qui explique ça, c'est quoi principalement, le vieillissement de la population ou... Oui, vieillissement de la population, habitude de vie, c'est ce qu'on a comme explication. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a disons, des choses qu'on peut faire en amont si on pense qu'on est prédisposé parce que de façon génétique, héréditaire, on a des proches qui l'ont eu? Est-ce qu'on peut, de façon neurocognitive, rester actif? Est-ce que ça peut peut-être enrayer ou retarder éventuellement les symptômes ou malheureusement le diagnostic? Est-ce qu'on peut penser à ça? On peut y penser. Il y a une forme d'Alzheimer qui est liée au facteur génétique. Sinon, les autres restent sans explication. Par contre, on est capable de voir qu'il y a des habitudes de vie qui vont aller diminuer les facturs de risque. On ne peut pas dire que ça va... Oui, il n'y a pas de risque zéro. On n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri, mais il y a une étude phare qui a été publiée par Alzheimer Canada tout récemment qui parle vraiment des habitudes de vie, puis en long et en large. Là, les habitudes de vie, justement, c'est quoi? On évite le tabac, par exemple? C'est des choses qu'on a déjà entendues. Okay. C'est sûr que c'est les mêmes qui reviennent, là, donc consommation de le tabac, consommation d'alcool, la santé physique, stimulation cognitive. Je dirais aussi, une fois qu'on a un diagnostic, il ne faut pas arrêter de prendre en compte ces facteurs-là. C'est un diagnostic, ce n'est pas une fatalité immédiate que j'abandonne tout. C'est super important de continuer de miser sur la stimulation, oui, cognitive, mais la stimulation sociale, la stimulation émotive, la stimulation émotive, affective. Ouais. Donc, c'est pas parce que maman, papa ou grand-maman ne vous reconnaît plus qu'il n'y a pas cette affection-là qui est toujours là. Donc, très important de continuer à alimenter ça parce qu'on le voit, on l'a vu nous-mêmes avec la pandémie, comment le déconditionnement peut être rapide quand on manque de stimulation. C'est la même chose avec nos aînés, atteints ou pas. Là. Donc, c'est de dire aussi, parce que vous venez d'énumérer, de mentionner, c'est de dire aussi aux proches, allez voir vos personnes, soyez présents, soyez à l'écoute, appelez votre monde, allez leur rendre visite. Là. Oui, puis ils sont encore capables de toutes plein de belles choses, autant des réussites que des défaites, ça fait partie de la vie. Donc, aller vers sa société Alzheimer, ça peut aider beaucoup parce qu'on ne peut pas tout prendre sur nos épaules. Donc, je pense à notre centre de jour, le Club Socials, qui accueille jusqu'à 100 personnes par semaine. Puis ce sont des journées dédiées au plaisir, à la stimulation de toute forme, là, physique, on fait du sport, on rit, des quiz. Puis oui, on n'a pas toujours la bonne réponse, mais c'est pas grave, ça vient stimuler, travailler les méninges. Oui, exactement. Puis vous offrez aussi le camp de jour Mamie et Papi. Parlez-moi de ça parce que je trouve ça tellement beau comme occasion pour les gens là, de pouvoir s'initier à ça. Là. Oui. Donc, c'est vraiment un concept novateur. À notre connaissance, ça n'existe pas. On a vu ailleurs au Québec des tentatives d'ajouter ça au programme ou de faire une petite visite en RPA ou de créer des moments intergénérationnels. Mais un camp de jour où sa vocation première, c'est les liens intergénérationnels, je crois pouvoir dire qu'on est le premier. Donc, tout ceci est né d'une idée qu'on a eue à l'interne pendant la pandémie, justement parce qu'on était, et on est toujours un service essentiel. Oui. Mais on avait tous nos enfants à la maison. Donc, il y a eu forcément beaucoup de moments d'échange avec les enfants et toutes les personnes qui fréquentent le 25-25 René Laennec. Donc, nos installations, c'est un vrai milieu de vie. C'est une ruche ou une fourmilière, appelez ça comme vous voulez. Mais on a des services qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre de jour, comme je vous dis, qui reçoit jusqu'à 100 personnes par semaine. Imaginez ceux qui viennent les déposer. Les groupes de soutien, des formations. Donc, ça bouge. Ouais. Et de mêler les enfants à ça l'ouvre toutes sortes de possibilités d'échanges enrichissants de part et d'autre. Comment qu'on crée les maillons? Est-ce qu'on vient peut-être prendre, par exemple, un jeune, puis on va tout le temps avoir cette même personne peut-être plus âgée ou qui vit avec la maladie? On crée comme pour créer vraiment un lien un lien qui va être constant? Ou... On laisse aller les choses. Je dirais que là, on a embauché nos 2 monitrices pour l'été.
Olaf et Pikachu, deux fabuleuses mademoiselles qui vont s'occuper du groupe de 8 enfants allant de 5 à 12 ans. Un ratio très petit. On voulait garder le ratio assez petit pour pouvoir justement créer des expériences significatives. Ouais. Il va y avoir tous les jours des activités prévues à l'aide des personnes qui organisent des activités. Là, donc, ça va de quoi, par exemple, les activités? Là, ça pourrait être quoi, par exemple? Je prends vraiment, par exemple, ma fille qui fréquente depuis 3 ans le centre de jour. Elle adore animer. Donc, chaque enfant, il trouve son compte, je dirais, selon sa personnalité. Donc, ma fille ne va pas nécessairement aller se faire pincer les joues, câliner. C'est pas son aise, mais animer, faire un bonhomme pendu, des questions, tout ce qui est dans le jeu, elle adore ça. Ah, le bingo. C'est vraiment celle qui aime appeler les numéros au bingo. Donc, ça peut être aussi simple que ça, ou des simples moments d'échange qui ne sont pas forcés. Les enfants, c'est des êtres très, très, très curieux de nature. Donc, juste de pouvoir se balancer, vivre les balançoires, on n'en a pas assez dans notre cours, ouais. Si on pouvait en avoir 50, là. Mais les balançoires à 4, là, juste aller s'asseoir puis poser des questions, ça laisse place à des très, très beaux moments d'apprentissage. De part et d'autre des générations ou de l'âge, finalement. Comment on fait? Est-ce qu'il y a un modus operandi pour pouvoir s'inscrire? Parce que compte tenu, c'est quand même une clientèle cible, les gens qui vivent en situation de maladie d'Alzheimer. Donc, est-ce qu'on doit avoir quand même pour nos jeunes prédispositions, une ouverture ou pas nécessairement? Pas nécessairement. En fait, ça peut s'apprendre, ça peut s'acquérir à travers les premières journées, puis c'est ce qu'on souhaite. En fait, tant mieux si on a des enfants qui arrivent au début de l'été un peu plus hésitants, un peu plus... parce que ce qu'on souhaite leur inculquer, c'est la compassion, ouais. C'est la bienveillance, l'empathie. C'est l'empathie ouais. d'autrui et sensibiliser la jeune génération à propos des troubles cognitifs. Ils vont en côtoyer. Donc, déstigmatiser. Ouais. Aussi, de répéter, d'enlever l'inconfort, là, puis... Bien, je trouve ça tellement important ce que vous amenez comme sujet et en tout cas, un concept novateur s'il en est un, mais qui est essentiel aussi d'une autre part. Alors, on peut s'inscrire en ligne pour le camp. On peut s'inscrire via notre site web, absolument. On est ouvert 9 semaines, contrairement à d'autres camps qui, je crois, qui manquent là, la petite première et dernière semaine. Donc, c'est 9 semaines. Les salaires des 2 monitrices sont subventionnés par le programme d'Employabilité Canada. Donc, c'est ce qui nous a permis de pouvoir faire ce projet. J'espère que ça fera des petits. J'espère qu'il y aura aussi cette idée qui sera reprise devant le succès de ce concept novateur, justement, là. Oui, ou du moins qu'il puisse être pérenne. Perpétué, oui. Ça va perpétuer dans le temps, oui. Effectivement. Mais si votre fille aime les bingos, aime animer notre bingo, le bingo TV Laval les dimanches sur nos ondes, je pense qu'on pourra la relève est assurée. Oui, absolument. Hey, merci beaucoup d'être passé. Merci. Un bel été et on invite les gens, les parents, les familles, donc, à pouvoir aller sur le lien bas de l'écran pour s'enquérir de l'information. Merci beaucoup. Merci. Depuis 2017, c'est le mois de l'eau qui a lieu au mois de juin. Ça a été décrété par le gouvernement du Québec et je trouvais à propos d'inviter les gens du CIO pour nous parler de leur projet, de leur été. Vous inviter aussi à aller à la redécouverte de cet endroit magnifique pour toute la famille. Elle est d'ailleurs chargée de projets de communication et relations publiques au Centre d'interprétation de l'eau qu'on va appeler diminutif de CIO. Et c'est Isabelle Côté qui est là. Merci d'être là, Isabelle. Merci, Alexandre. On se prépare bien sûr plus tard cet été pour une journée assez spéciale. Vous avez eu l'idée, parce qu'on sait qu'au mois d'août, c'est propice pour les Perséides, et vous avez appelé cette journée-là thématique l'événement La journée aux Perséides, le 10 août prochain. Pourquoi cette envie de faire 2 en 1, si je peux dire? Alors, c'est un projet qui va être présenté pour la 2e fois, en fait. En 2022, on a préparé la première édition, on faisait le test un peu, tout ça pour voir comment ça allait ressortir. C'est mon collègue qui a une passion un peu pour l'astronomie et pour l'eau. Et on s'est dit que ça allait ensemble. Alors, avec les autres musées scientifiques de Laval, soit le Cosmodome, Parc-la-Rivière-des-Mille-Îles et Armand-Frappier, on fait équipe pour cet événement-là pour souligner l'eau, les Perséides, mais aussi avec le thème des déchets. Donc, les déchets dans le corps, les déchets dans l'eau, dans l'environnement.
pour promouvoir la culture scientifique et faire un événement rassembleur familial. Et comment va s'articuler l'événement, là? Parce qu'il y a plusieurs ressources là, qui, conjointement, comme tu l'as dit, organisent l'événement. Alors, comment ça va se matérialiser? Alors, c'est vraiment le CIO qui va chapeauter tout ça, mais on collabore activement avec les autres musées scientifiques ainsi que la Ville de Laval et plusieurs partenaires. On va avoir plusieurs activités en kiosque, des animations scientifiques sur la berge, des présentations spéciales. On va aussi avoir des amateurs, astronomes amateurs qui vont être là sur place pour l'observation des Perséides avec des télescopes. Et je vais garder quelques surprises au niveau de la programmation, mais c'est vraiment collaboratif là, pour l'organisation. Très porteur. Et il y aura comme un autre événement dans cet événement-là. Est-ce que je peux le dire comme ça? Là, parce qu'il y aura aussi une conférence au sein même de l'événement, c'est ça? Là? Oui, exactement. Donc, on a évidemment la conférence qui va avoir lieu en lien avec un peu l'eau et les Perséides, donc le thème de l'événement. Mais on a aussi une ciné-conférence au Cube qu'on a décidé d'ajouter. Ouais. Oui, c'est ça, dans la programmation vraiment d'une journée aux Perséides, qui est en lien vraiment avec comment l'eau potable est produite, qu'est-ce qui se passe vraiment en station. Donc, c'est des prises de vue inusitées avec une narration en temps réel où on permet de répondre aux questions des gens sur comment l'eau est produite en tant que telle. Et ça, c'est offert en collaboration avec la Ville de Laval. Et par la suite, on va faire une dégustation d'eau là, pour différentes municipalités autour de la rivière des Mille-Îles. OK. Puis, est-ce que quand on parle d'eau, est-ce que ça, pour un peu dicter la provenance, je veux dire, non, mais ça me fascine. Comment on va, pour détecter l'eau, elle provient d'où? Ou si vous pouvez préciser un petit peu davantage, là? C'est sûr qu'on ne dira pas tout de suite d'où vient l'eau que l'on goûte. On va peut-être faire deviner les gens aussi d'où ils pensent que ça provient. Mais l'idée, c'est qu'on va mettre de l'avant les talents un peu d'un œnologue qui sont spécialisés au niveau de le goût, la clarté, ces éléments-là, un peu comme quand il y a vraiment les dégustations d'eau officielles pour déterminer les meilleures eaux du Québec. Alors, on va revenir vers cette procédure-là puis expliquer ça au grand public. Ah oui, donc il y a comme des sommeliers, des sommeliers de l'eau, là. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, là, si on en fait on pourrait dire ça un peu. Quand même, ça. OK. Ça me fascine. L'eau de Montréal, l'eau de Laval, l'eau de Blainville, l'eau de Terrebonne, laquelle qui est la meilleure? Non, mais on va partir des défis là-dessus. Mais il y a aussi un beau projet qui vous habite. C'est le projet WET Canada. Qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Donc, c'est un projet d'éducation relative à l'eau. Projet WET, la Fondation Projet WET, c'est international, mais nous, on se mêle au projet WET Canada. Et le CIO devient le coordonnateur officiel du projet WET au Québec. Alors, on va faire de la formation à des gens pour pouvoir donner des programmes d'éducation en lien avec l'eau. Et dans le cadre vraiment d'un programme établi par le projet WET en tant que tel. Et on va avoir des animations, des activités spécifiques à ça qui vont se dérouler au musée et à l'extérieur dans les mois à venir. Est-ce que ça, c'est autant auprès des écoles? Est-ce que c'est auprès des villes, par exemple, des municipalités, des quartiers de la Ville de Laval qui pourraient s'articuler le projet WET Canada, par exemple? Je dirais que c'est assez grand public, mais ça peut s'adapter en milieu scolaire aussi. Mais présentement, il y a beaucoup de travail pour voir qu'est-ce qui va être adapté en premier, comment. Un petit exemple de ça a été les activités en kiosque qu'on a données au Festival Eureka, par exemple, et Journée Lire à découvrir à Laval. On avait une maquette de bassin versant, donc ça fait partie des activités du projet WET, ce type de sensibilisation-là. Alors, c'est un projet en développement. On pourra en apprendre davantage tout au long des prochains mois. L'été s'en vient. C'est à peu de coûts, de frais qu'on peut se rendre au CIO, voir vos différentes expositions pour toute la famille. Invitation qu'on fait aux gens parce que vous avez toujours vos expositions permanentes, là. Oui, c'est toujours d'actualité. Justement, l'idée, c'est de rendre ça le plus actuel possible. Alors, à chaque saison, on rajoute des épreuves supplémentaires. Un rallye, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Le rallye, là, c'est printemps-été, rallye estival, on l'appelle comme on veut. C'est des questions un peu en lien avec la saison, sur soit la consommation d'eau, la qualité, les cours d'eau que l'on connaît. Donc, ça permet de pousser le questionnement un peu plus loin sous forme de jeu en même temps, puis d'une façon un petit peu plus actuelle là, avec le numérique, les codes QR. Puis, on dit vraiment aux gens, les réponses ne se trouvent pas dans l'exposition, il faut chercher plus loin, puis on peut évidemment prêter assistance aux besoins. Et on a notre exposition temporaire aussi, une histoire de la qualité de l'eau qui est toujours très actuelle en contexte de saison chaude. On se demande souvent pourquoi on ne peut pas se baigner dans certains lieux de baignade. Nous, on prend l'exemple vraiment de Sainte-Rose où il y avait une plage par le passé. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus se baigner? Et on met de l'avant les technologies d'avant, maintenant
et à venir là, pour répondre à cette question. Puis, s'il en est une, parce qu'on aura encore des avis de non-consommation d'eau ou de moins consommer, parce qu'en période de canicule, comme on aura cet été, bien, les gens, on utilise l'eau, la piscine, le terrain, et c'est tellement important de les conscientiser. Je pense à travers ce genre d'exposition-là, de propositions que vous avez, permet de voir plus loin un peu l'impact de notre consommation d'eau, on le sait, on pense que c'est acquis au Québec parce qu'on a des cours d'eau partout, mais on voit à quel point c'est fragile, notre écosystème. Et je pense que l'exposition VR, c'est bien ça? Est-ce que je me trompe? Casque VR que vous proposez aussi? Oui, tout à fait. En fait, on propose une activité de visite virtuelle de station d'eau potable, donc un extrait d'une visite, je pense que c'est à Chamédé qu'on l'a faite, avec des vues 360 dans le casque VR, et on la propose dans le cadre de l'exposition temporaire. Donc, ça vient compléter un peu ce qu'on a acquis comme connaissance en visitant l'exposition, en allant un peu plus loin là, pour voir, OK, mais en station, ça se passe comme ça. C'est là que ça vient, mon eau. C'est pas magiquement du robinet. Il y a vraiment une explication à tout ça. Ouais, puis il y a un traitement des eaux usées, il y a un travail colossal qui est fait. Puis quand on met des déchets, certains types de déchets aussi dans la toilette, ça peut bloquer la canalisation, ça peut avoir un impact aussi. Alors, tout ça est important de le rappeler. Isabelle Côté, merci beaucoup d'être passée. On invite les gens à être présents pour la journée au Perséide. Est-ce que les gens doivent réserver, se présenter tout simplement le 10 août au CIO? Alors, ça va être sur la berge des baigneurs, ouais. en face du CIO. Okay. Dès midi, les gens peuvent se présenter. Il n'y a pas d'inscription à faire. C'est vraiment qui veut être présent sera présent. Donc, présentation spontanée au CIO le 10 août prochain pour cette journée au Perséide. Magnifique idée. Merci beaucoup et bel été, belles vacances aussi à toute votre équipe. Merci, Alexandre. Je me fais plaisir. Ma belle amie Laurence Saint-Martin qui offre son nouveau disque, qui est avec nous autres pour justement parler de son disque avec elle. Salut Laurence. Salut. Je suis tellement heureux de te recevoir. Est-ce que depuis que tu as commencé ta carrière, est-ce que c'est l'album qui te représente le plus? Bien, c'est une drôle de question parce que je pense que oui. Mais en même temps, c'est sûr que oui, parce que là, je suis rendue là dans le projet puis je vieillis. Fait que je pense que si je sors un nouvel album dans 3 ans, mettons, pas 3 mois, j'allais dire 3 mois, tu pourrais. Je pense que ça va me représenter encore plus parce que je vieillis puis je pense que les albums me suivent. Mais est-ce que aussi, c'est moi, mais tu as voulu comme te sortir un peu puis pas que tu renies ta fille des îles, c'est chez toi, c'est le cœur de là où tu as grandi, tout ça, mais j'ai l'impression en écoutant l'album que c'est comme si tu étais passé de ce côté un petit peu plus peut-être juvénile, de jeune femme à femme complètement avec cet album-là. Mais c'est ce qui est arrivé dans ma vie aussi. C'est ça qui arrive. C'est que j'ai commencé mes projets, j'avais 19 ans, puis aujourd'hui j'en ai 26. Fait que je pense que oui, mon son a vieilli, mais moi aussi j'ai vieilli, puis moi aussi je pense que là, je suis rendue une femme avec des responsabilités. Et bon, la vie a commencé pour vrai. Tandis que quand j'ai commencé mes projets, je vis encore chez mes parents et tout, tu sais. Fait que mais je suis fière, puis je suis contente que vous le voyez, ça, parce que oui, mon son, il me suit, puis il a grandi avec moi, puis je suis tellement fière du son, puis je suis vraiment contente de l'album. Et pourquoi avec elle, le titre de l'album? OK, fait que là, ça, c'est comme... c'est compliqué à expliquer. Ben, prends le temps, je vais prendre le temps. OK, donc, dans le fond, la chanson avec elle, c'est une chanson de cœur brisé. Puis moi, je voulais ça dans mon album, je voulais que mon album parle principalement de ça, fait que j'ai dit à mon chum, soit que tu me laisses, ou que j'ai pas d'album, parce que je suis tannée de parler des mêmes affaires, là, puis j'ai besoin de changer d'univers. Fait que ce que j'ai fait à la place, c'est que je me suis inspirée d'histoires autour de moi, puis j'ai essayé de les mettre dans mes mots. Fait que dans le fond, avec elle, c'est une chanson de cœur brisé pour réaliser plus tard, en choisissant le titre de l'album, que c'est ce que j'ai vécu avec moi-même. Fait qu'avec elle, l'album, c'est avec elle-même, qui est moi. Puis j'ai eu comme un cœur brisé de plein de remises en question. De ta carrière, je pense. Ouais, ça a été ça, toi, ta façon de... Ouais. Puis j'ai eu des gros downs, puis des gros ups, puis des portes fermées, puis des portes ouvertes, puis c'est ça qu'on vit quand on a un cœur brisé, mettons. Mais est-ce que je fais une parenthèse, parce que est-ce que c'est d'avoir eu un premier album qui est sorti fort, Filles des îles, tu as eu plein de chansons qui ont roulé à la radio, si pas seulement que Filles des îles. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves avec le deuxième album, ça a plus ou moins bien marché. Est-ce que ça a été ça, ce down-là, après que ça a commencé si fort, puis qu'après ça, il y a eu une forme d'essoufflement un peu? Je pense que c'est pas que mon deuxième n'a pas marché, c'est qu'il était tellement bon, puis il y avait tellement de potentiel, puis c'était tellement mon time to shine, mettons. Puis il y a eu une grosse pandémie qu'on n'a genre jamais sorti jusqu'à comme
la fin de mon projet. Fait que t'as perdu comme le momentum. Ouais. T'as jamais réussi à rattraper Ouais. finalement ce Puis après, je me suis fait dire, ben, t'es plus artiste, comment ils appellent ça, les artistes émergents, t'es plus artiste émergent. Puis là, j'étais comme, mais, tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai fait un lancement d'album la semaine dernière, puis c'était la première fois depuis Filles des îles que je faisais un lancement d'album 5 ans plus tard, 6 ans plus tard même. Fait que oui, peut-être que c'est un mélange de tout ça, mais aujourd'hui, j'arrive, puis je suis comme, là, je suis sur mon X. Tu sais, Ouais. fait que j'ai travaillé fort, par contre. Mais est-ce que aussi, c'est peut-être une question qui tue, potoumtch, mais on dirait que là, tu as assumé complètement le son country. On dirait qu'avant, tu pataugeais un peu entre le Mais- son pop, le son country, le son folk. Là, on dirait que j'ai, tu sais, Bottes de cowboy, entre autres, sur ton album. Tu sais, c'est complètement Ouais. assumé, là, je veux dire. Tu dis ça, là, mais moi, je trouve que si on écoute l'album de A à Z, je patauge encore. Oui, un peu, Puis oui. je l'assume. Oui, Parce que là, il y a Premier Rodéo qui est c'est comme vrai, c'est vrai. pop, quasiment latino, rap, country. Puis après ça, on a J'ai besoin aussi, puis Bottes de cowboy qui est vraiment plus country. On a. Mais t'avais pas été jusque-là. Je trouve que t'avais pas. Tu sais, le C'est son vrai. country avait pas été C'est vrai. aussi précis que ça dans vrai. les chansons country que tu as fait. Oui, parce qu'on l'évitait un peu, pour être bien honnête. Il y a 4 ans, on pouvait pas vraiment dire qu'on faisait du country. Fait que là, on disait non, c'est faux. Puis là, mais peu importe ce que je fais aujourd'hui, je m'en fous. Les gens me demandent mon style. Je dis, c'est le style que tu veux pour vrai. J'ai même mis des sonorités plus rock dans cet album-là, Ouais. tu sais, un peu plus justement festif, femme, que j'avais pas jamais été game de faire. Même quand parce tu que- parles d'alcool, tequila, Ouais, j'en parle dans toutes les tunes. C'est là. dans toutes les tunes, effectivement. Puis On il peut manque aller juste chercher la ça. boîte de pick-up. Non, mais c'est ça. C'est sûr Je qu'on le parle dis. de bière et Je de le boîte de dis. pick-up. Oui, je sais que tu dis, mais je veux dire, c'est parce que Ouais. le country, c'est ça. Soit tu parles de boîte de pick-up, de bière, de tequila, de shot de fort. Mais non, mais Ouais. c'est ça aussi. Ouais. Ben, c'est ce qu'on aime. Moi, c'est ce que j'aime. Tu sais. Mais c'est parce que là, je m'active, ça m'anime, ça m'amène à plein de questions. Mais j'ai le goût qu'on s'offre une chanson Premier Rodéo. Oui. On écoute ce clip, cette collaboration avec Adamo, puis on revient tout de suite après. Il me semble ça fait un bout que ma routine est pas tant belle. Je veux vivre de quoi nouveau, plus qu'un petit stop and go. Je vais prendre le temps de mettre des souvenirs dans mon sac à dos. Je sais où je m'en vais, même si je m'en fais quand je suis loin de chez nous. Ben loin caché dans un chalet, juste une coupe de jours. Tout peut arriver, shooter d'Alizé. Le party va pogner, prends pas de chance demain quand c'est le tout. Faites les 2 pas vers la gauche, maintenant faites 2 claps. Maintenant vers la droite, 2 fois, faut que le plancher craque. Drop le papa de montre ce que tu peux faire. Maintenant saute une chance, sois prêt pour le refrain. J'ai vu les rayons du soleil qui reflètent sur l'eau. J'ai vu les filles du village prendre un petit verre de trop. J'ai fait le tour des îles 2000 fois en bateau. Non, c'est pas mon premier rodéo. Mon premier rodéo. Alors, on n'a entendu qu'un seul petit bout là, de la chanson, mais c'est devenu un trend sur les réseaux sociaux. Parle-moi de ça dans un premier temps. Ben, dans un premier temps, j'ai DM Adamo sur Instagram parce que je voulais une collaboration rap Keb sur mon album parce que moi, je triple là-dessus. Puis j'aime ça écouter ça en bateau. J'avais une idée en tête, puis c'était exactement cette idée-là. Puis on l'a écrit ça en février. Quand j'ai sorti ma chanson avec elle, Premier Rodéo était même pas fait. Puis on mettait beaucoup d'importance, elle était sur le setlist. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé les roues, puis j'ai dit là, Véro Si étant ta gérante. mon agente, là. tu sais, j'ai dit si je le rencontre, puis ça clique pas, puis la tune n'est pas bonne, on fait quoi? On avait comme dit que ça allait être le prochain. Tu sais, on avait comme tout imaginé sans que je l'ai jamais rencontré. Finalement, on avait 2 jours pour faire une chanson, se rencontrer, faire une chanson, l'enregistrer. On a fait ça en 2 jours avec Doug Saint-Louis et mon frère. C'était trippant. On a rejoint nos 2 univers. Lui, il avait jamais mis de bas de cowboy de sa vie. Moi, j'ai porté son linge baggy, large dans notre vidéo. C'était trippant. On a tellement eu du fun. Puis on a écrit cette chanson-là qui est ma... Je pense que c'est mon coup de cœur, secrètement, là, mais en fait, oui, c'est mon coup de cœur. Puis on a parti une super trend sur TikTok. Oui, puis là, tu as fait une vidéo de ça, là, parce que tu demandais aux gens là, de se prendre en vidéo puis de t'envoyer tout ça. Là. Oui, on a mélangé l'influence, le monde influenceur, je pense avec le côté d'Adamo, l'influence de la musique avec le mien, puis on est allé chercher l'influence de la danse aussi avec Marie-Michel Darvaux, qui est une chorégraphe de ma région, de Berthier aussi. Fait que ça l'a donné comme... Je pense que si moi j'avais parti de la danse, ça n'aurait pas pogné. Là. Mais elle danse tellement bien que le monde a embarqué. Puis là, en ce moment, il y a comme 50 vidéos de gens qui font la danse. C'est malade. Tu t'es peut-être pratiqué, mais je trouve que tu danses bien. Sur les vidéos qu'on te voit danser, là, moi, j'ai vraiment, non. Ben, on a vu une avec Véronique, ta gérante, justement, Véronique Labbé, chanteuse aussi. Parce que je trouvais ça quand même... Je suis plus une chanteuse qu'une danseuse. Oui, mettons. mais quand même. Mais je sais bouger. parce Oui, que, ben voilà. c'est ça. Tu as le sens du rythme Hey, quand merci. même. Quand même. Là, je vais quand Toi, même. Alex, sais-tu danser? Moi, certain. Je danse du country. Veux-tu voir ça? En fait, je t'ai mis au défi. Fais Ben tes oui, 2 certainement. pas vers la gauche. Mais là, je fais pas la danse, mais... Et oh!
mais quand même. Mais il y a aussi une chorégraphie de danse en ligne sur Premier ADO qui a été chorégraphiée. Fait que là, il faut que je l'apprenne, mais là, je suis pas rendue. Là, cet album-là est très festif. Ouais. En festival, ça va être fou cet été. À l'Assaut Montréal qui s'en vient le 17 août. C'était l'objectif de l'album, c'était de faire un show plus festif. Je voulais des tunes qui allaient fitter dans les festivals puis dans les salles. On allait mettre le party. Au lancement, on l'a vu. On a aussi lancé le nouveau show, pas juste mon album. Puis j'étais comme, OK, le party est pogné, ça va marcher. Fait qu'on dirait que ça m'a enlevé vraiment un gros poids sur mes épaules. Puis je suis prête. Puis oui, je vais mettre le party dans la place. Le 11 octobre aussi à Brossard, tu vas être là, sur ton site Internet également. Oui. Alors, tout ça est possible. Là, tu as emmené ta guitare. Oui. Et là, tu veux nous jouer quelle chanson, là? Je vais vous faire avec elle parce que le premier radio acoustique, c'est un peu plus... Oui. Je l'ai pratiqué par contre, mais c'est un peu plus difficile. Je sais danser, mais je ne ferai pas de rap, fait que je vais te laisser faire. C'est ça. Fait que ma chanson avec elle qui a été sortie sur les plateformes avant l'album aussi. Alors, on te laisse te placer, t'accorder ta guitare et on aura l'occasion de te voir pour votre information. Merci de nous faire ce précieux cadeau. Alex, et l'album avec elle, allez vous l'acheter et voir ce vidéoclip-là aussi, Premier Rodéo. Hier soir, j'ai pris un verre de trop en pensant à moi et en pensant à toi. Hier soir, j'ai oublié l'instant présent, je me suis endormie sur le divan en pensant à toi. Maman me dit, tu sais ma grande, y a pas grand chose que tu peux faire. Puis même si t'as le cœur à l'envers, c'est pas le seul gars de l'univers. Toutes nos amies me l'avaient dit, attache-toi pas trop vite à lui. J'ai peur, j'ai mal quand je t'imagine avec elle. Dis-moi donc ce qu'elle a de plus que moi pour que tu me laisses tomber sans explication. Est-ce qu'elle t'embrasse aussi tendrement que moi? Est-ce qu'elle t'écoute et te regarde avec autant d'amour? Maman me dit, tu sais ma grande, y a pas grand chose que tu peux faire. Puis même si t'as le cœur à l'envers, c'est pas le seul gars de l'univers. Toutes nos amies me l'avaient dit, attache-toi pas trop vite à lui. J'ai peur, j'ai mal quand je t'imagine avec elle. Et j'espère que quand tu la regardes quelque part, dans ses yeux tu vois la lueur de nous deux. Et j'espère que dans une couple de mois tu reviendras et que je serai plus là, pauvre gars. Maman me dit, tu sais ma grande, y a pas grand chose que tu peux faire. Puis même si t'as le cœur à l'envers, c'est pas le seul gars de l'univers. Toutes nos amies me l'avaient dit, attache-toi pas trop vite à lui. J'ai peur, j'ai mal quand je t'imagine avec elle. Malgré les mauvaises critiques des journalistes experts de cinéma, c'est quand même le film qui a été le plus lucratif dans les écrans obscurs au cours de la dernière semaine d'exploitation. Au cinéma, on en parle avec Nicolas Vincent Poirier. Salut Nico. Salut Alex. Pas étonnant quand même. Hein?
Malgré les mauvaises critiques, ce soit le film le plus courtisé par les cinéphiles? Non, absolument pas, Alex. Le dernier, en 2020, il a fait 426 millions de dollars au box-office à travers le monde. Et avant ça, bon, le deuxième a été fait en 2003 et ça a pris 17 ans avant que le troisième se fasse. Et tout le monde avait hâte au troisième. Et là, tout à coup, le quatrième, eh bien, il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre autres, c'est le premier film depuis l'incident aux Oscars de Will Smith. C'est son premier film au cinéma depuis ce temps-là. Donc, c'est un film, je te dirais, décisif pour la carrière de Will Smith. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, une vedette, il ne devient pas une vedette numéro un à cause de ses talents d'acteur. Oui, Will Smith, c'est un excellent comédien, mais la première chose, c'est le box-office qu'un comédien peut rapporter. Donc, Will Smith a toujours été la tête d'affiche depuis les 30 dernières années, facile. Et là, avec ce qui s'est passé, ça a terni évidemment son image. Et si ce film-là n'aurait pas fonctionné dans sa première fin de semaine, je ne suis pas mal sûr que Will Smith, une partie de sa carrière aurait pas mal été terminée parce qu'on l'aurait considéré à ce moment-là comme, ben, il n'est pas rentable. Et en plus, avec ce qu'il a fait en 2022, ça aurait été vraiment une conclusion. Comme la cerise sur le sundae. Tout à fait. Mais est-ce que ce Bad Boy 4-là, donc, avec le résultat, plus de 105 millions à travers le monde. 105 millions à travers le monde, 57 millions en Amérique du Nord, il est au numéro 1. Est-ce que ça dicte, tu penses, son rétablissement, sa réhabilitation auprès des producteurs? Est-ce qu'on peut déjà aussi rapidement c'est un bon début. Faire la conclusion? C'est un bon début. Je te dirais que son image publique reste à travailler, et ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est quoi son image avant 2022? Une image très positive d'un rôle... Un père de famille, un comédien autant professionnel que personnel, oui. Un modèle à suivre dans la société. Et là, bien, avec ce qui s'est passé en 2022, c'est d'autres choses. Je pense que le temps va arranger beaucoup de choses, mais ça, c'est un très bon début. Ouais. Et on s'entend, bon, le film en tant que tel, bon, il y a eu beaucoup de critiques négatives, mais on s'entend, on s'attendait à quoi? C'est Bad Boys. Oui. Mais en même temps, c'est là où on dirait qu'on a perdu dans ce film-là tout ce qui faisait le succès de Bad Boy. On dirait qu'on a perdu cette magie entre Martin Lawrence et Will Smith qui incarne Conrad Howard et Mike Lowey. On dirait qu'on a perdu cet humour-là, cette complicité-là à l'écran. C'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça égal à pas mal ce que la franchise Bad Boy est. C'est sûr que le dernier Bad Boy, Bad Boys for Life, en 2020, il était exceptionnel. Pas un film exceptionnel, mais exceptionnel dans la franchise. On s'entend, c'était le meilleur des quatre. Il y avait un plus. Et mon avis à moi, c'est le scénario de Joe Carnahan qui est venu jouer beaucoup là-dedans. Tandis que celui-là, évidemment, on le compare à celui de 2020. Ben non, celui de 2020, oui, en effet, il est meilleur. Mais reste que c'est un bon film, Bad Boys. C'est le plus court de la gang. Il dure 1h55 minutes et c'est parfait comme ça. 5 minutes de plus, là, ça aurait été long. Parce que mon humble avis. J'ai trouvé que les blagues étaient faibles, que les dialogues étaient pas toujours non plus à la hauteur. Même que la réalisation, parfois, me faisait penser quasiment à un jeu vidéo, là. Et c'est ce que j'ai absolument adoré. Mais tu as raison. Tu as raison au niveau des dialogues, Alex. Oui, c'est très ordinaire, on va le dire, mais en général, c'est la réalisation qui apporte vraiment un plus, à mon avis, parce que les deux réalisateurs, Adib El Arbi et Bilal Fallah, j'espère que je prononce bien leur nom, appelez-nous si on a mal prononcé. Il y a déjà quelqu'un sur la ligne pour la ligne des plaintes, là. Tout comme le bingo. Exactement. Mais ces deux réalisateurs-là, il ne faut pas oublier, eux autres, ils ont fait le Bad Boys for Life en 2020. Et entre le tout dernier Bad Boys et celui-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait le film Batgirl. Et ça a été une catastrophe, ce film-là. Bien, quoi qu'on ne le sait pas parce qu'on ne verra jamais ce film-là. Warner Brothers a décidé, en voyant le produit presque fini, là, il manquait des effets spéciaux, ils ont décidé de laisser tomber le film et juste de le mettre ses étagères et de s'en servir pour sauver de l'argent sur les impôts. C'est carrément ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec ce film-là, mais pour deux réalisateurs
que leur film soit mis de côté comme ça. C'est plus utile sauver de l'impôt avec ça que seulement de le vendre à Netflix, puis pouf, c'est fini. Ça aurait pu détruire leur carrière aussi. Donc, il fallait qu'ils se démarquent énormément avec ce film-là. Et tu as absolument raison quand tu dis que ça fait penser à des jeux vidéo, le film, les séquences d'action. Et moi, c'est ce que j'ai adoré parce que c'est rafraîchissant. Quand que Will Smith a son fusil, il tire et là, la caméra se tourne vers lui et se tourne vers ceux qu'il tire. Je trouve ça bon. Le zoom dans les écrans de surveillance pour voir l'action qui se déroule à la maison du personnage de Martin Lawrence, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que ça aurait été aussi agréable de voir ça pendant 1h50? Peut-être pas. Parce que ça devient un petit peu étourdissant à un moment donné aussi. Tout à fait. Mais est-ce qu'un des moments les plus réjouissants ou drôles, le fait qu'à un moment donné, Martin Lawrence, donc, gifle Will Smith. Donc, tu sais, sorte de clin d'œil et d'autodérision, on doit au moins saluer ce moment-là qui, moi, m'a fait presque... C'était quasiment jouissif là, de voir ça. Là. Je trouvais ça très drôle quand même. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que ce film-là, oui, le début est un petit peu long. Okay? Il y a certaines longueurs au début, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Will Smith, il veut se redonner une image positive. Donc, peut-être certaines blagues, certaines choses qu'on aurait pu faire dans le passé, peut-être que là, on essaye d'y aller un peu plus neutre. Ouais. Okay? Donc, ça vient peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'il y a peut-être un peu moins de blagues ou les blagues sont moins punchées, disons, comme les autres films. Ou salaces, parce que Will Smith jouait beaucoup le rôle du policier sex symbole, très, tu sais, homme mâle alpha. Et on dirait que là, comme tu dis, il a moins voulu montrer cette carte-là. Mais là, il ne peut plus faire ça. C'est impossible, il ne peut pas. S'il fait ça, il va avoir l'air du gros macho qui est comme ça dans la vraie vie autant qu'au cinéma. Et il n'y a rien de bon là-dedans pour sa carrière, son avenir à lui. Et aussi, avec les deux réalisateurs, ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde là-dedans que leur carrière n'est vraiment en jeu avec ce film-là. Et pour ce que c'est, moi, je trouve que c'est une réussite. Quand je dis réussite, on s'entend, là, ça ne va pas se rendre aux Oscars à côté du film Dune 2. On s'entend, ça n'arrivera pas. Et là, on a encore du temps. On peut bavarder sur des films qui vont venir plus tard au cours des prochaines semaines ou même des prochains jours parce que il y a cet été qui est bien entamé. Il y a des chiffres récents qui nous dévoilaient qu'il n'y a peut-être pas autant d'intérêt même vers des franchises qui reviennent comme La planète des singes, comme on a pu voir récemment, on attendait beaucoup de Furiosa, Mad Max et peu de gens qui sont allés voir le film au cinéma. On compte sur plusieurs autres franchises à travers l'été aussi. Film d'animation Inside Out qui revient, le volet 2 pour la famille en fin de semaine. Est-ce qu'il y a un essoufflement? Comment t'expliques ça, toi, de cette perte d'intérêt des gens, en tout cas du moins pour l'instant, parce qu'on n'annonce pas un phénomène Barbie pour cet été. Il n'y a aucun film phénoménal ou un Top Gun Maverick non plus pour cet été. Là. Si ma mémoire est bonne, Alex, le terme blockbuster vient d'une autre époque, dans des années 50, où les cinémas se faisaient compétition et c'est pas chaque cinéma du quartier qui avait tous les mêmes films. Et blockbuster, c'est pour le cinéma qui offre un film et qui va battre toute compétition parce que tout le monde va voir ça, parce que ça a les plus gros effets spéciaux, les plus grandes stars. Donc, l'ère des blockbusters a commencé vers 1975, après le premier Jaws. Okay? Et maintenant, un blockbuster, ça a toujours été ça. C'est quelque chose de spécial où on met un budget incroyable avec les plus grosses stars. Mais maintenant, Netflix le fait, Amazon le fait. Bon, c'est sûr que Netflix, il faut qu'ils retravaillent un petit peu leurs films. Ils sont souvent pas si bons que ça. Mais l'idée d'avoir des films blockbusters avec des grosses explosions et tout ce qu'on veut, bien, il y en a de plus en plus. Et surtout, les effets spéciaux, bien, c'est de plus en plus facile et peu coûteux à faire. Donc, à partir de là, à quoi ça sert un blockbuster, une franchise? Bien, ça sert à assurer de l'argent auprès des studios. On est sûr que si on fait un prochain Transformers, non, le film ne sera pas très, très bon, pas mal sûr, mais l'argent va être au rendez-vous et c'est ça qui est important pour les studios. Il ne faut pas oublier, c'est une business comme un restaurant ou n'importe quoi d'autre.
Donc, maintenant, si les gens sont blasés parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller payer autant d'argent pour voir un blockbuster au cinéma, il y en a plein que Netflix offre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est dans un entre-deux, je pense. Donc, ce ne serait pas la fin des blockbusters, selon toi? C'est pas la fin des blockbusters. Il y a quelque chose qui doit changer. Je pense qu'on est rendu là parce que, il y a 20 ans, il y avait des films avec des gros effets spéciaux, mais il n'y en avait pas tant comparé à aujourd'hui, comparé à seulement ce que les plateformes de streaming peuvent nous offrir en exclusivité. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, les studios, ce qu'ils veulent, c'est avoir une assurance d'avoir quelque chose de rentable. C'était les blockbusters. Maintenant, les franchises commencent à perdre un peu aussi. Et surtout, tu te rappelles, à une certaine époque, on devait attendre quasiment 5-6 mois avant de voir nos films, des fois 1 an en VHS, même DVD. Ah, tu as raison, 6 mois en VHS, DVD et 1 an avant que ça sorte, mettons, un super écran. Ou autre. Maintenant, au bout de 90 jours, au bout de 60 jours, on a les films qui sont disponibles en vidéo sur demande. Bien, tu as raison. Et parfois, ça sort simultanément aussi sur les 2 plateformes. Oui, bien, tu as raison, il y a ça aussi. C'est arrivé pendant la pandémie. Les films sortaient en même temps au cinéma et en streaming. Et bon, ça a causé des problèmes, évidemment. Et oui, comme tu dis, le fait que les films, dans 1 mois, 90 jours, tout dépendant, on a déjà accès, bien, les gens avec le cinéma maison, eh bien, pourquoi se donner le trouble d'aller au cinéma? Et d'ailleurs, c'est pour ça que le 3D a été amené au cinéma une fois de temps en temps. Quand les cinémas ont peur que les gens n'y retournent plus parce qu'ils ont leur cinéma maison, oups, la mode du film 3D revient. Elle est revenue. Assurément qu'on te reprend pour la semaine prochaine, la dernière de la saison. J'aimerais ça que tu nous fasses un portrait de tes films de l'été la semaine prochaine. Et tu as une commande imposée, mon cher. Oui. Ce sera de parler du film Les Motards. C'est notre boss, Eduardo Dacosta, qui nous a imposé ce film-là. Mais ça promet parce qu'on a vu juste la distribution, là. Oui, Tom Hardy. Tom Hardy. Austin Butler qui a incarné Elvis Presley et qui a été aussi nommé aux Oscars. Alors, ça promet dans la distribution. J'ai bien hâte de voir. La bande-annonce semble très intrigante pour la suite des choses. Moi, assurément, en tout cas, déjà, je vais me contenir parce qu'il ne reste plus de temps, mais 1995 sera assurément le film que j'ai le plus hâte de voir. Déjà, j'affiche mes couleurs pour la semaine prochaine. Merci à toi. Merci, Alex. Ça a été un plaisir d'avoir pu partager ces magnifiques entrevues que vous pouvez rattraper sur notre chaîne YouTube. Vous voulez soumettre également des suggestions, des commentaires, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission? Super simple, page Facebook tvrl.ca. Ne ratez pas non plus notre contenu sur notre compte Instagram aussi. Je veux remercier des gens qui font que je brille devant les caméras. Lucette, Alain, aussi Sophie, Daniel également, qui contribuent à cette émission. Et une belle façon de nous appuyer, c'est le bingo tous les dimanches 9h30. 3 500 $ en lot total à gagner, dont 2 300 $ cette semaine pour la carte pleine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière de la saison.